Chapitre 24. Après son combat, Lupin s'était reposé pendant un long moment. 1 heure avait passé et il était encore sous le choc de la violence de l'affrontement. L'ogre qu'il avait tué n'était probablement pas le seul danger de cette forêt, et il comprenait maintenant avec tristesse et colère ce qu'étaient devenus pendant des décennies les vieillards qui partaient à la veillée et les nourrissons abandonnés par la réserve. Afin de ne pas être surpris dans son sommeil par on ne sait quelle créature, il s'était installé dans un arbre après l'avoir escaladé suffisamment haut pour voir une portion de ciel à travers les cimes. Il avait réussi à s'aménager un lit assez confortable sur une grosse branche charpentière horizontale. Comme il n'avait pas particulièrement envie de faire une chute mortelle à cause d'un mauvais rêve, il s'était attaché avec le fil en crin de licorne de sa canne à pêche. Cette dernière s'était révélée une arme incroyablement dangereuse. Lupin ne réalisait que maintenant à quel point le cadeau du vieux pêcheur était un objet formidablement précieux. Sans la canne, Lupin serait vraisemblablement mort à l'heure qu'il était. Le bois de cet artefact était magique et d'une solidité incroyable, tout en gardant une souplesse capable d'amplifier 1000 fois la force qu'il lui imprimait. Lupin était certes musclé, mais pas au point de balayer d'un revers cet ogre qui pesait au bas mot 700 livres. Le manche s'allongeait et rétrécissait selon les mouvements qu'on lui impulsait. Il était pointu comme une lance. Quant à son fil, il était d'une solidité extrême et coupant comme un rasoir au point d'avoir tranché le bras de l'ogre. Il faudrait qu'il s'exerce à manier cette canne. Elle n'avait pas été conçue pour ce genre d'usage, mais elle lui paraissait bien plus utile qu'une épée. Elle lui donnait plus de portée et donc le mettait moins en danger. En outre, il suffirait d'y ajouter un hameçon pour pêcher des poissons tout au long de son voyage. Il avait d'ailleurs senti que cela lui aurait été utile d'alourdir l'extrémité du fil. Il y nouerait un leurre en temps voulu. Il n'avait rien sur lui de toute façon. Lupin souriait de la chance qu'il avait eue de rencontrer le vieil homme. Il se dit que, malgré la tendance aux superlatifs faciles des pêcheurs de sa connaissance, celui-ci était peut-être bien ce qu'il prétendait être, le plus grand pêcheur de tous les temps. Plus encore que la veille, Lupin s'estimait redevable envers son sauveur. Ainsi attaché, il commença par faire l'inventaire de ses blessures. Il ne s'en était pas trop mal tiré. 2 hématomes légers, une longue coupure peu profonde et une dizaine d'éraflures étaient le résultat de sa chute dans les fourrés lorsque l'ogre s'était saisi de la canne. Lupin sentit la fatigue augmenter au fur et à mesure que la lumière du jour déclinait. Le contre-coup du déchaînement de violence de tout à l'heure le rattrapait. Quelques étoiles apparaissaient çà et là. Il les regarda et ses pensées allèrent vers Sélène. Où était-elle? Était-elle encore en vie? Se portait-elle bien? Il ne pouvait qu'espérer. Ce monde, dont il n'avait aperçu que des bribes, semblait plein de dangers. Il réévalua ses ambitions aussi. Parcourir le continent à la recherche de Sélène comme je l'ai prévu est voué à l'échec. Rien que cette forêt est immense. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Rester près de l'autre idiot de Tilsa est peut-être encore la meilleure des 2 solutions. Sélène le recherche et elle sait pouvoir le trouver quelque part parmi les rangs de l'armée de l'Élysée. De mon côté, je ne sais pas où est Sélène. Si l'ogre a dit vrai, ma seule piste est qu'elle a disparu par magie quelque part. La belle affaire. Sa décision fut prise. Le lendemain, il se mettrait en quête de l'armée dans laquelle Tilsa s'était engagé. Lupin devait rejoindre le front. Il n'avait aucune chance en recherchant ainsi Sélène à l'aveuglette. Il ne pouvait parcourir chaque territoire du continent d'Europée, mais il était certain que si Sélène était en vie, son obstination l'amènerait là où se trouvait Tilsa, qu'elle pensait aimer. Pour la 1000e fois, il se maudit de sa timidité. S'il lui avait dit ce qu'il avait fait pour elle et ce qu'il ressentait dans son cœur, sans doute seraient-ils déjà ensemble, à couler des jours paisibles. La lueur de la lune attira son attention lorsque des branches s'écartèrent à cause d'un coup de vent. Elle serait pleine à la prochaine nuit. Les paroles du pêcheur lui revinrent en tête. Lorsque le crépuscule naissant rencontrera l'éclat d'une pleine lune, tu auras la force de 1000 loups, mais tu ne contrôleras rien et tu t'agiteras en frétillant en tous sens comme une truite sortie de l'eau sur une berge. À ce moment, assure-toi d'être toujours loin de ce que tu aimes. Il n'avait pas vraiment accordé d'attention à cet avertissement donné par le vieil homme, pas plus qu'il n'avait cru en l'importance de la canne à pêche. Sauf que le vieux n'était peut-être pas si fou. Après tout, il n'avait pas exagéré les propriétés de cette dernière, il en était probablement de même pour son histoire de truite-garou.
Les autres nuits, depuis sa chute, sa noyade, la rencontre de Londine et sa morsure par la truite poilue, il n'avait pas suivi l'avancée de la nouvelle lunaison. Il n'avait été préoccupé que par Sélène. Une sourde inquiétude monta au plus profond de lui. Il se demandait ce qui allait se passer le lendemain soir. À ce moment précis, il vit quelque chose d'anormal. Une lueur dans le ciel, lointaine, une étoile filante. Il ferma les yeux et fit le vœu que Sélène soit saine et sauve. Lorsqu'il les rouvrit, le point lumineux s'était nettement rapproché. Il se déplaçait très vite et grossissait à vue d'œil. Il observa le spectacle de flammes, de plus en plus impressionnant. Au bout d'un moment, une inquiétude commença à monter. Elle ne va pas me tomber sur la tête en plus. J'ai déjà eu mon lot de poisse pour aujourd'hui. Il mit machinalement sa main sur le fil qui le retenait, arrimé à la branche. Les bruits nocturnes de la forêt se turent. En quelques secondes, la boule de feu avait encore décuplé en taille. Lupin vit qu'il ne s'agissait pas d'une étoile filante, mais d'une forme avec des ailes, traînant quelque chose avec elle. Une montée d'adrénaline le saisit malgré la fatigue. Il commença à défaire frénétiquement ses liens, mais il n'en eut pas le temps. La tête toujours tournée vers le ciel, il fut terrifié à la vue d'un grand oiseau de feu qui rasa la cime des arbres dans un bruit de flammes, attisé violemment par le vent. Il vit distinctement les serres de l'oiseau de feu, agrippant fermement une chaîne au bout de laquelle était accroché un seau, ballotté en tous sens. Pourquoi cette créature tient-elle un mécanisme de puits ? Quelques secondes après que le seau eut dépassé la cachette arboricole de Lupin, un hurlement distinct se fit nettement entendre. « Au secours !» Tiens, un seau qui parle ? Pensa-t-il. Il chassa d'une main quelques feuilles des cimes qui s'étaient enflammées. Quelques cendres tombèrent vers lui. Dès que cette pluie noire cessa, il entendit au loin un vacarme terrible suivi d'un gigantesque plouf, accompagné d'un bruit de vapeur. Un silence pesant se fit. Ce n'est pas passé loin. Mais il se garda bien de dire qu'il avait eu de la chance. Il avait de gros doutes sur ce point depuis quelques jours. Puis, les créatures de la nuit, en bon indicateur de danger, reprirent leur concert nocturne. Lupin expira avec soulagement l'air qu'il avait machinalement bloqué dans ses poumons à un moment donné de cet événement. Il essaya de distinguer entre les arbres quelque chose, mais il ne vit rien. Étant donné la vitesse à laquelle l'oiseau de feu et son étrange chargement parlant étaient tombés et le bref laps de temps qui s'était écoulé avant sa chute, Lupin estima qu'il avait dû toucher le sol à quelques lieues de là. Il hésita à s'y rendre tout de suite. Après tout, il avait distinctement entendu un appel au secours. D'un autre côté, son combat contre l'ogre l'avait épuisé, et s'installer à cette hauteur lui avait pris plusieurs heures. Il ne se voyait pas recommencer. Il vérifia ses liens, se repositionna pour dormir, en se sentant légèrement coupable, mais en se promettant de passer voir le lendemain ce qu'il en était. Le sommeil ne tarda pas à venir. Toute la nuit, il rêva d'un poisson velu, aux yeux blancs et ronds comme des lunes, qu'il observait stoïque, comme seuls savent l'être les truites. C'est bon. Chapitre 24, première et unique. Après son long combat, Lupin s'était reposé pendant un long moment. T'as pas annoncé chez lui? Puis j'ai dit long combat en plus. J'ai eu des conneries. Ça parle trop vite, c'est pour ça. Chapitre 24. Chapitre 24, deuxième. L'observer stoïque, comme seuls savent l'être les truites.